Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur la FM Télévision. Au cours de cette émission, nous allons parler de la question électorale avec pour invité Maître Dani Chamala qui est un analyste politique indépendant. Partons dans la ville de Goma où un calme précaire règne après de vives tensions dues à la manifestation de jeunes inspirés du groupe d'autodéfense Wazalendo. Ces manifestants arrêtés ont pris d'assaut quelques rues de Goma pour exiger le départ immédiat de troupes de la MONUSCO et de la force régionale de l'EAC. Conformément au ressort, cette information plutôt sort du communiqué du gouverneur du Nord Kivu. Rite Dinanzei pour le détail. Selon les communiqués rendus publics par le gouvernorat du Nord Kivu, un groupe de bandits armés, drogués et manipulés se faisant passer par les Wazalendo appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimois ont prémédité et sémé le chaos dans la ville de Goma à partir de la nuit de ce mercredi 30 août 2023, avec comme revendication le départ de la MONUSCO, de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est ainsi que de tous les Occidentaux, y compris leurs ONG. Selon le gouvernorat du Nord Kivu, ces prophètes manipulateurs avaient été reconnus auteurs d'un cas similaire qui avait encore causé la mort de plusieurs de ses adeptes en province du Sud Kivu. À cet effet, les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ils ont stoppé professionnellement ces aventures de ces fauteurs des troubles jouant les jeux de l'agresseur M23 RDF. Le bilan de cette attaque présentée par le gouvernorat du Nord Kivu fait état de la mort d'un policier lapidé et de plusieurs blessés du côté FARDC, mais également 6 morts dans les rangs des adeptes de Wazalendo. Ainsi, le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Dima, a présenté ses compassions à toutes les familles éplorées. L'autorité provinciale a également rassuré la population de Goma de la calmie de la situation et il a appelé également la population à ne pas paniquer, mais de vaquer librement à ses occupations. Restons toujours dans le même ordre d'idées. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a lancé une mise en garde sévère à quiconque qui se permettrait de se livrer à de pareils actes de déstabiliser la ville de Goma. Le message a été relayé par son porte-parole, le colonel Guillaume Ndjike. Suivez cet extrait sélectionné par Rite Dinanzei. Le seul message que nous voulons lancer à la population, c'est de savoir que nous sommes, nous les forces armées de la République démocratique du Congo et toutes les forces de défense et de sécurité, préoccupées par la sécurité de notre province qui se trouve être agressée par l'armée rwandaise opérant sous le label de M23. Et qu'au-delà de ça, sur instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de province et commandant des opérations, il sera nullement question de tolérer que ce soit pour insécuriser la ville de Goma. Il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan parce que je viens de vous dire qu'ils étaient armés, des armes de guerre, des armes blanches, et voilà. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'armée nationale, les forces armées de la République démocratique du Congo ont opéré de la manière la plus professionnelle possible. Quittons la République démocratique du Congo pour nous rendre au Gabon où un coup d'État a été annoncé. Le général Oligui Nguema, commandant de la garde républicaine, s'est autoproclamé président de la République après l'annonce du résultat de la présidentielle du 26 août dernier. Le nouveau homme fort du Gabon est soutenu par le groupe de militaires prétendant avoir accédé au pouvoir pour rétablir l'ordre public au Gabon. Igor Sombo. Après le résultat provisoire du centre gabonais des élections, déclarant Ali Bongo victorieux du scrutin présidentiel à plus de 62%, les militaires ont pris d'assaut la télévision nationale pour annuler les résultats des élections et annoncer la prise du pouvoir pour la restauration des institutions. Il convient de préciser que Noureddine Bongo Valentin, fils d'Ali Bongo, est arrêté par l'armée pour détournement de fonds, faux et usage de faux et falsification, quelques heures après la destitution de son père. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé
en résidence surveillée. Désormais, le Gabon a un nouvel homme fort. Il s'agit du général Brice Clotaire Oligui Nguema qui prend la tête du comité pour la transition. Restons toujours dans le même chapitre du coup d'État au Gabon pour vous signaler que le président renversé Ali Bongo a exprimé son indignation suite à l'arrestation de son fils et de son épouse jusque-là, introuvable. Ali Bongo a lancé un appel au soutien pour lui permettre de vivre en toute quiétude. Reconnu autrefois l'homme fort du Gabon, Ali Bongo Ondimba est renversé après les élections qui lui a donné vainqueur avec 64% de suffrages. Le commandant de la garde républicaine, le général Brice Oligui Nguema, proche du président Ali Bongo, s'est autoproclamé président de la République du Gabon. Ali Bongo, déchu par ce groupe de militaires putschistes, est placé en résidence surveillée. Après 14 ans de règne, Ali Bongo, abasourdi dans son état de convalescence, lance un message d'appel au soutien de ses amis à travers le monde. To tell them to make noise, for the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing is happening. I don't know what's going on. Dans l'entretemps, le nouvel homme fort du Gabon est ovationné par ses collaborateurs militaires. S'agissant de l'arrestation des quelques proches du président Ali Bongo, les militaires putschistes ont précisé dans leur deuxième allocution qu'ils sont détenus pour avoir orchestré des manœuvres tendant à détourner les deniers publics et les malversations financières. Il s'agit de Noureddin Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Abdul Oseni, Jesse Ella Ekoga, Steve Nzeko Dieko, Syriac Mvouranjami. Une surprise agréable pour la population, des scènes de liesse sont observées dans les rues de Libreville. Il s'est de signaler que plusieurs chefs d'État se sont également exprimés pour condamner ce énième coup d'État perpétré en Afrique, toujours par des militaires putschistes. Bouclons cette page gabonaise avec le propos de Mike Joktan qui stipule que un des problèmes majeurs qui a soulevé la junte militaire est la transformation sociale et la pauvreté, d'où il faut savoir que 30% des Gabonais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce sont les propos de Mike Joktan, candidat aux élections de 2023, critiqué par la junte militaire qui l'a fait savoir lors d'une émission face aux journalistes de FM Télévision. La transformation sociale, 30% de la population gabonaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Il faut résoudre cette question. Alors, je réfléchis actuellement à ce que j'appellerais une allocation solidarité qui permettrait aux gens qui sont véritablement à la recherche d'un emploi de bénéficier d'une allocation qui leur permette dans cette période-là d'avoir le minimum, le minimum vital. Le minimum vital, c'est un toit, c'est pouvoir se soigner, pouvoir se nourrir et pouvoir envoyer les enfants quand on en a à l'école. Donc il faut créer un mécanisme pour cela. Et puis l'autre chose, c'est les services publics qui doivent être rendus à moindre coût, mais avec un niveau de performance supérieur. Je pense par exemple à la santé. Dans le domaine de la santé, je pense que l'on pourrait envisager effectivement que tous les retraités soient soignés gratuitement. Qu'on pourrait envisager que les enfants de moins de 5 ans soient soignés gratuitement. Bon, on me posera la question, mais qui va payer? Ceux qui vont payer, ce sont ceux qui sont dans la vie active, ceux qui travaillent. Mais je pense que c'est possible d'avoir des hôpitaux. Revenons en République démocratique du Congo où la Commission électorale nationale indépendante
convoque l'électorat pour la présidentielle le 1er septembre. Le montant des frais de dépôt de candidature non remboursables est fixé à 160 millions de francs congolais. La centrale électorale rappelle que les conditions requises pour être candidat président de la République, conformément aux articles 100 et 104 de la loi électorale, sont un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire en cours de validité, une photocopie de carte de lecteur, un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature non remboursables, l'original de la lettre d'investiture du candidat par son parti politique ou son regroupement, sauf pour les candidats indépendants, et enfin une photocopie certifiée conforme du diplôme des études supérieures. Mesdames et messieurs, comme annoncé au début de cette édition, place à l'invité du journal. L'invité de ce soir, c'est Maître Dani Chamala. Avec lui, nous allons parler de la convocation de l'électorat de la présidentielle par la CENI qui commence, les dépôts de candidature qui commencent ce 1er septembre 2023. Je m'avais déjà lu saluer. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous portez-vous? Non, ça va, ça va. La CENI a lancé l'électorat de la présidentielle. Est-ce un ouf de soulagement pour tous ces sceptiques du processus électoral? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une décision que tout le monde a saluée, du moins pour ceux qui aiment la République démocratique du Congo, qui démontre aussi à ce que tous ceux qui doutaient de la tenue des élections dans le délai constitutionnel avait vraiment tort. Kadima vient de prouver à la face du monde qu'il est déterminé à respecter le délai constitutionnel, et aussi il faut jeter des gerbes de fleurs à notre gouvernement qui ne cesse de se débattre aussi pour voir comment financer ces élections. Et j'invite aussi tous les candidats à se préparer ou à aller déposer leur candidature dans ce délai-là pour nous permettre d'avoir les dirigeants qui sont élus effectivement par le peuple pour faire taire un peu le bruit qui s'entendent de gauche à droite, les contestations par-ci par-là. Donc nous voulons que nous puissions tous participer à ces élections qui peuvent quand même mettre un terme à plusieurs véhiculations qui se voient dans la République démocratique du Congo. Plusieurs, 6 critères, ou je dirais plusieurs critères à respecter. Mais parmi les 6, ce qui retient notre attention, c'est que le candidat à la présidence de la République démocratique du Congo devront avoir un certificat de nationalité. Lors du début de ce processus, plusieurs personnes ou de voix se sont levées sur la proposition de loi de M. Noël Tchani qui parlait de la loi des pères et des mères pour postuler. Il fallait être congolais des pères et des mères. Certains politiciens ont cru qu'on cherchait à les exclure du processus. Mais à ce jour, on demande seulement aux postulants ou aux candidats de se munir d'un certificat de nationalité. N'est-ce pas un ouf de soulagement pour ces opposants qui pensaient que le régime ou la CENI cherchait à les écarter du processus? En l'occurrence, le cas Katumbi, il faudra en parler. Oui, monsieur le journaliste, je suis tout à fait satisfait parce que je crois au courant de plusieurs émissions que nous avons eu à passer ensemble, nous avons dit à notre peuple que tout ce que vous entendez parler de gauche à droite par les politiciens, ce ne sont que des procès d'intention. Vous verrez que Kadima va convoquer les élections et puis tout le monde, tout celui qui est prêt pour ces élections, il va y participer et il n'y aura pas d'exclusion pour personne. Ce n'était que la peur qui était dans la tête de plusieurs personnes, croyant que non, voilà, on va exclure tel ou tel autre candidat. Je suis satisfait que Kadima puisse respecter sa parole. Et les conditions qui sont là, ce sont des conditions fixées par l'article 104 de la Constitution concernant les élections en République démocratique du Congo. Kadima n'a rien inventé, il ne fait qu'appliquer la loi. Donc tout celui qui est prêt pour concourir à ces élections, il peut y participer et il ne verra qu'il n'y a personne qui peut lui contraindre à ne pas participer. Donc c'est quelque chose de bien que nous devons saluer. Et puis je voudrais vous dire aussi que pendant tous les
3 cycles électoraux que nous avons connus, cette condition du certificat de nationalité a toujours été respectée. Tous les candidats déposent leur certificat de nationalité. Une fois que vous avez rempli ces conditions-là, votre candidature sera retenue et vous allez participer aux élections sans problème. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'exclusion. Tout celui qui a son certificat de nationalité peut participer à ces élections-là. Que tu sois de père, de mère ou quoi que ce soit, donc tu peux toujours participer aux élections. Cette question de la loi Tchani, c'est comme je l'avais dit aussi la fois passée, que nous ne devons pas empêcher aux Congolais de réfléchir. Chaque Congolais a le droit de réfléchir et proposer tout ce qu'il peut proposer pour voir dans quelle direction nous pouvons faire avancer le pays. Il n'y a pas que Tchani qui a proposé. Il n'y a pas longtemps que le professeur Ndaïwel vient de proposer aussi le mandat du président à 9 ans. Donc, chaque Congolais est libre. C'est ça ce qui fait aussi la beauté de notre démocratie. Il ne faut pas dire toujours lorsque quelqu'un réfléchit à haute voix que non, voilà, il est envoyé par telle ou telle autre personne. Aujourd'hui, on vient de prouver à la face du monde que non, voilà, tout ce qui se disait de l'autre côté, ce n'était que des gesticulations inutiles. Et la CENI est prête pour organiser les élections et préparons-nous pour que ces élections puissent avoir lieu et que nous puissions avoir des élus qui sont sortis effectivement des urnes. À 3 mois des élections, aucune commande de kits électoraux. Est-ce que vous êtes sûr que la CENI pourra nous donner ces élections dans les délais, avant de prendre d'autres contraintes qu'elle avait évoquées elle-même lors de la publication de son calendrier? Oui, monsieur le journaliste, faisons foi à nos dirigeants, faisons foi à la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie, indépendante d'ailleurs. Lorsque ils convoquent l'électorat, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans les conditions normales ou dans les conditions requises pour organiser ces élections-là. Si ces contraintes-là pouvaient faire à ce que les élections ne puissent pas avoir lieu, on allait déjà saisir, que ce soit l'Assemblée nationale, on allait saisir la présidence de la République, le gouvernement, pour faire voir que les élections ne pouvaient pas se tenir dans ces délais-là et voir comment on pouvait aussi prolonger la date par rapport à ça. Mais comme jusqu'à présent, nous n'avons pas entendu parler de ça et la CENI n'a jamais fait allusion à une certaine prorogation. Donc nous faisons confiance à ce que ces élections seront organisées dans le délai. Les 3 mois pour commander les kits électoraux et autres, c'est suffisant. On peut commander les kits électoraux même dans 2 semaines, dans 1 semaine, c'est possible. Parce que nous connaissons déjà ce que nous allons utiliser pour voter. C'est juste les paniers là et puis tout ça. Les isoloirs. On peut en avoir aussi ici. Toutes ces sociétés là, nous en avons ici. Nous avons des Plastica, nous avons autant de sociétés que nous pouvons citer. Il n'y a pas question seulement de commander ça ailleurs. Nous pouvons en avoir aussi ici en République démocratique du Congo. Il y a des sociétés qui peuvent en produire sur place. Donc, moi, je ne trouve même pas pourquoi on peut commander. On peut avoir ça ici, permettre aussi aux sociétés qui travaillent en République démocratique du Congo de se faire aussi de l'argent. La plus grande contrainte de la CENI reste la situation sécuritaire à l'est de la République et non loin de Kinshasa ici, vers Kwamout et autres. La CENI, jusqu'à ce jour, n'a pas encore enrôlé ces Congolais de ces 2 contrées-là. Et à ce jour, nous avons vu le président burundais, Evariste Ndayishimiye, venir en République démocratique du Congo pour ratifier des accords militaires pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Si nous allons aux élections sans ces Congolais des zones, je dirais des zones à tension, une certaine frange de la population congolaise pense que c'est une haute trahison du gouvernement ou du président de la République. Si vous étiez président de la CENI, comment alliez-vous pallier à cette situation? Oui, monsieur le journaliste, il y a des questions qui relèvent du gouvernement, des questions qui relèvent de la CENI, comme lui-même le président de la CENI l'avait dit. Il y a des questions qui relèvent de la police et de l'armée. La question de la sécurité, c'est une question essentiellement très sensible et qui concerne beaucoup plus l'armée. Au moment où nous parlons, je crois que
L'armée est en train de se déployer de gauche à droite et pour maîtriser toutes les tensions qui peuvent empêcher à ce que ces élections puissent se tenir. Lorsque vous parlez des communes et autres, la fois passée, vous m'avez aussi posé la question à ce qui concerne la situation qui prévaut dans le Congo central, plus précisément à Kwilongongo. Et aujourd'hui, si vous appelez là-bas, on vous dira que le calme est revenu là-bas. Il n'y a pas de problème. Et la CENI, je crois que d'ici là, ils vont déployer des kits pour que l'on puisse enrôler les partis qui n'ont pas été enrôlés et pour que dans le délai, qu'on puisse organiser ces élections. Par rapport à l'arrivée du président burundais en République démocratique du Congo. De réunion en réunion, accords en accord, mais jusque-là, cette peine est régnée. Oui, en fait, c'est comme ce que nous vivons. Bon, la vie politique ou la vie des nations a toujours connu des problèmes par-ci, par-là. Vous verrez, je prends seulement un exemple de la Russie qui a promis à ce qu'elle va intervenir en Ukraine pendant 3 mois seulement. Et ils ont appelé ça une opération spéciale. Aujourd'hui, nous sommes à 1 année plus. Donc, la question de la sécurité, ce sont des questions très sensibles. Voir le président burundais venir en République démocratique du Congo, c'est quelque chose de bien parce que vous avez suivi aussi, et nous le constatons tous par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Parmi les contingents que nous avons de l'EAC en République démocratique du Congo, il y a seulement les contingents burundais qui, au fait quelque chose sur terrain, donc c'est-à-dire qui ont la volonté de faire un travail pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, ils peuvent nous accompagner pour que nous puissions avoir la paix en République démocratique du Congo, vu que nous sommes de voisins qui sont donc conviés à demeurer ensemble, parce qu'on ne va pas déplacer le Burundi là où il est, on ne va pas déplacer la République démocratique du Congo. Donc, nous sommes obligés de vivre ensemble. Alors, conclure des accords avec le Burundi, ce n'est pas la mauvaise chose. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est toujours dans le cadre de la recherche des solutions à l'insécurité qui endeuille les familles entières en République démocratique du Congo du côté de l'Est. Donc, je salue la signature de ces accords-là. Je vous dis qu'ils n'étaient pas venus seulement signer des accords par rapport à la sécurité. Il y a aussi des accords économiques qui ont été signés parce que vous savez qu'il y a une route qui doit quitter la Tanzanie, passer par le Burundi jusqu'en République démocratique du Congo. Il y a eu aussi donc des accords économiques, donc c'est ça un peu le problème. Nous devons encourager ces initiatives et demander à ce que notre diplomatie puisse s'activer encore davantage et surtout sur ce plan sécuritaire pour arriver quand même à calmer la situation afin que les familles congolaises puissent vivre dans la paix. Un dernier mot pour les Congolais qui vont vous suivre en ce net moment. Oui, pour les Congolais qui vont me suivre, je demanderai tout simplement à ce que nous puissions nous lever comme un seul homme pour soutenir notre armée, soutenir nos institutions et aussi soutenir les élections que nous sommes en train de préparer pour nous choisir nos propres dirigeants. La question des élections, c'est une question de la souveraineté nationale. Ça nous concerne, nous, parce que les dirigeants qui sortiront de ces urnes, ce sont les dirigeants qui vont nous diriger, nous, Congolais. Donc, nous devons nous approprier de ce processus. Nous devons aussi soutenir notre armée pour qu'elle continue à faire vraiment de bon travail et nous mettre en sécurité. Et ça sera une très bonne chose. C'est par ces mots de notre invité que nous mettons un point final à cette édition du journal sur FM Télévision. Vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde, nous vous disons merci. Sur ces, restez branchés au programme de la FM Télévision.